Antenna, le journal, James Katambwa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information sur Antenna. Ouvrons ce journal par cette activité du Premier ministre Augustin Matata Mponyo qui a eu une séance de travail ce 11 juin avec les gouverneurs de province. Matata Mponyo a conféré la veille, le 10 juin, dans l'après-midi, avec la vice-présidente du Parlement allemand, Claudia Roth, en visite en RDC. La délégation du Conseil des investisseurs en Afrique a fait le suivi avec les chefs du gouvernement de la rencontre qu'ils ont eue l'année dernière à Chicago, aux États-Unis. Nous allons y revenir avec plus ample. Reportage donc de Jean-Louis Miasekama. On y va. La délégation du Corporate Council of Africa au Conseil des investisseurs américains en Afrique et le Premier ministre ont fait suite à leur rencontre de Chicago l'année dernière. 14 firmes américaines sont représentées dans cette délégation. Le message est clair. It's time to invest in Africa. Il est temps d'investir en Afrique. Claudia Roth, vice-présidente du Parlement allemand en visite à Kinshasa, elle a également été reçue par le Premier ministre avec qui ils ont notamment évoqué les questions de l'environnement suite à l'exploitation pétrolière au parc Virunga. Es gab auch einen Beschluss im Deutschen Bundestag oder der Deutsche Bundestag gesagt hat, wir wollen. Il existe une résolution qui a été votée par le Bundestag, par le Parlement fédéral allemand, qui dit que nous voulons vous soutenir votre gouvernement, vos responsables, votre population pour sauvegarder ces immenses richesses naturelles, richesses qui sont inscrites au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO pour ces plantes, ces animaux. C'est la deuxième forêt tropicale du monde, donc d'une grande importance pour la protection du climat mondial. Et mettre en danger cette richesse par le forage pétrolier de la société Soco, en fin de compte, cela pourrait coûter très cher. Teuer zu stehen kommen. Le Premier ministre a présidé une séance de travail avec les gouverneurs de province, le ministre de l'Énergie, le vice-ministre à l'Intérieur. Aucune déclaration n'a été faite à la sortie de cette réunion. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a eu une séance de travail avec la délégation des investisseurs américains ce mercredi 11 juin 2014. Ces derniers veulent bien apporter leur expertise dans la relance de l'économie en RDC. Cette délégation, qui est arrivée samedi 7 juin, a bouclé son séjour ce 11 juin avec un grand succès au regard des différents contacts pris avec les autorités congolaises. Confirmation dans ce reportage de Patricia Mouli. Une importante délégation d'investisseurs américains conduite auprès du ministre des Affaires étrangères ce 11 juin 2014 par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, James Swan, a déclaré à l'issue de la séance du travail que ces investisseurs sont venus apporter leur appui à la croissance économique en RDC. Le chef de la délégation des investisseurs, Russell King, a souligné que cette mission de 5 jours à Kinshasa est composée de 13 grandes entreprises américaines. Dont sont des grandes entreprises dont la plupart sont déjà en activité ici au Congo et d'autres voudront bien investir dans le jour ou année à venir et pour soutenir, n'est-ce pas, la croissance économique de la République démocratique du Congo. Le représentant de Philip Morris Tobacco, Luc Badibanga, a donné quelques innovations constatées en RDC. Cette visite a été très fructueuse en ce sens qu'elle a pu reconfirmer à toutes les autorités de la RDC que nous avons rencontrées et nos différents partenaires potentiels l'intérêt que Philip Morris porte pour la RDC. Philip Morris est un groupe qui pèse 138 milliards de dollars américains en termes de capitalisation boursière. Nous sommes donc dans le top 20 des entreprises les plus importantes aux États-Unis. Et il est heureux de voir une telle entreprise venir au Congo au moment, bien entendu, où différents indicateurs nous font voir que le moment est propice pour investir. Parmi les entreprises américaines qui voudraient investir en RDC, on a noté la présence des Boeing pour l'aviation, Caterpillar pour la construction et l'équipement, Bechtel pour l'ingénierie, Academy pour la sécurité, Freeport pour le mine, Citigroup dans le domaine bancaire.
Le rendez-vous habituel a été respecté une fois de plus ce mercredi 11 juin 2014 au quartier général de la MONUSCO à la Gombe. En effet, le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO a bel et bien eu lieu. Au menu aujourd'hui, les questions concernant la reddition des FDLR ainsi que les détenus congolais à la Cour pénale internationale. Suivi Fortuné Mboula et Blaise Luna. Le chargé de communication de la Cour pénale internationale en RDC a pris part à la conférence des Nations Unies de ce mercredi. Paul Madidi a fait part des procédures quant aux détentions des Congolais à la Cour pénale internationale. Les procès qui sont longs, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire que c'est normal, vu les procédures qui sont très longues. Mais il n'y a personne qui a envie de voir ces procédures ou ces procès s'allonger. On ne parle pas ici dans ces procès des vols de cacahuètes au coin de la rue. Il s'agit quand même des milliers de personnes qui sont victimes. Ça prend du temps. Il faut donner le temps à chaque partie de se préparer convenablement au procès. L'opération de reddition des FDLR se poursuit dans la partie est du pays. La force de la MONUSCO fournit un appui logistique à ces ex-rebelles en attendant leur rapatriement. Tous ces éléments vont être temporairement relocalisés en attendant qu'il y ait un pays d'accueil pour que ces éléments-là s'accueillent. Je voudrais rappeler à ce stade des choses, je crois qu'il est extrêmement important pour l'information de tout le monde de noter que dans le processus de désarmement volontaire, qui vont manifester le désir de rentrer dans leur pays, la MONUSCO va s'en charger. Que ce soit au Nord Kivu, au Sud Kivu, tout élément FDLR, ainsi que ses dépendants, qui va exprimer le besoin d'être rapatrié, la MONUSCO va le rapatrier, aider à son rapatriement. Je peux d'ores et déjà vous dire que les contacts que nous avons avec les autorités rwandaises, notamment la Commission nationale de rapatriement, ils n'ont aucune objection à ce que les procédures habituelles de rapatriement continuent. Au Katanga, les rapports ont fait état d'une dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires de Mitwaba, Pweto, Moba et Manono. Plusieurs centaines d'enfants sont privés de scolarité dans cette province, selon les sources onusiennes. Des sources généralement bien informées, nous apprenons que le gouvernement va déposer dans la discrétion la plus totale les 4 projets de loi au Parlement. Une question saute aux yeux. Va-t-on, oui ou non, arriver à modifier la Constitution, surtout l'article 220 ? Si les acteurs politiques de la majorité refusent d'aborder cette question, ceux de l'opposition avancent leurs idées aisément. Eric Izami les a rencontrés ce mercredi au Parlement. À quelques jours de la fin de la session de mars 2014 à l'Assemblée nationale, des contradictions persistent dont la désignation des délégués de la société civile pour la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, conformément au principe de Paris qui exige à chaque État de se doter d'une instance nationale. Le gouvernement du Congo-Kinshasa est décidé à déposer sur la table du Parlement national 4 projets de loi visant entre autres la révision éventuelle de la Constitution. Cette question depuis déchire le cœur de plus d'un Congolais. Chez les opposants, la position est claire. Il a affaire à un gouvernement qui le méprise. Il ne reste qu'au peuple de se lever comme un seul homme pour faire obstacle à cette révision. Parce que si c'était une bonne chose, on ne cache jamais une bonne chose. Ils sont conscients qu'ils sont en train de tricher, de frauder. C'est comme ça qu'ils cachent. Aussi de l'opposition, le député national Lusenge Bonane a une interprétation à la fois inattendue et ironique. Il y a des enveloppes. Alors si les gens bouffent leurs enveloppes, pourquoi est-ce que vous voulez vous préoccuper? Nous savons que s'il y a révision constitutionnelle, la députation, les représentants qui sont à l'Assemblée nationale, ils vont se tailler, chacun sa petite somme, et on va faire la révision constitutionnelle. Pourquoi est-ce que ça va vous... À chaque peuple, si le peuple ne veut pas défendre ce qu'il veut, les députés nationaux qui ont été élus dans le cadre que Mougemoun avait organisé, ne peuvent pas, il n'y a aucun mal si eux prennent leurs enveloppes et révisent la Constitution.
Où est le mal si cette constitution est révisée? Moi, je ne vois pas pourquoi vous êtes inquiétés, vous vous préoccupez. Aussi longtemps qu'il y a des enveloppes qui circuleront, eh bien, cette constitution devrait être révisée. Contacter les ténors de la majorité présidentielle et les acteurs proches du pouvoir se refusent de commenter cette actualité. Qu'adviendra-t-il? Seul l'avenir nous le dira. On reste encore un tout petit peu au Parlement, mais là on change carrément d'équipe de reportage. On fait appel à Laïn Bofando Mbungu et Blaise Lunda qui, eux, nous disent que l'implication de l'Assemblée nationale est un atout donné à cette institution pour le respect strict des critères de désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Cependant, cette disposition ne semble pas être respectée, à en croire à quelques défenseurs des droits de l'homme, par la Chambre basse du Parlement. Pour en savoir un peu plus, on fait donc appel à cette équipe de reportage. À quelques jours de la fin de la session de mars 2014 à l'Assemblée nationale, des contradictions persistent, dont la désignation des délégués de la société civile pour la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, conformément au principe de Paris qui exige à chaque État de se doter d'une instance nationale des droits de l'homme jouant le rôle d'un organe consultatif pour la promotion et protection des droits de l'homme. Mais les organisations de la société civile de la thématique des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme déplorent plutôt l'attitude du bureau de la Chambre basse du Parlement. Selon eux, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, a convoqué ce mardi 10 juin 2014 au Palais du Peuple des personnes sans mandat de la société civile, ce qui mettra en mal, à les en croire, la neutralité de cette institution d'appui à la démocratie. Qu'en est-il exactement? Le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo précise. Il ne faut pas qu'on se confie aux agitateurs. Le président de l'Assemblée est en train de faire ce travail de façon à ce que, de façon même participative, en respectant même l'article 16 de la dite loi, comme ils sont en train de l'évoquer. Il y a un comité de pilotage qui venait d'être mis sur pied. D'ailleurs, contrairement à ce qui s'est passé avec les autres composantes, ils sont allés loin jusqu'à ouvrir à la seule composante des ONG de droits de l'homme 5 places. Donc 5 places ont été accordées. Il appartient aux 5 des droits de l'homme de s'organiser pour sortir des noms. C'est le bureau de l'Assemblée qui a la mission de mettre sur pied cet organe. La CNDH a la particularité de n'épouser que dans les 8 composantes de la société civile, conformément à l'article 14 de la loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, à savoir ONDH, ordre professionnel, syndicats, universitaires, confessions religieuses, personnes vivant avec handicap, ONG des droits spécifiques de la femme et personnes vivant avec le VIH-Sida. En outre, la CNDH, comme institution d'appui à la démocratie, à l'instar de la CENI et du CESAC, devra être animée par une personnalité forte, crédible, connue comme défenseur des droits de l'homme au plan national et international et capable de faire rayonner l'image de la République démocratique du Congo. Faisons à présent un petit tour en province, plus précisément dans le nord Kivu. Échange des tirs entre les FARDC et la RDF, Rwanda Defense Force, ce matin vers 3h30. Des militaires rwandais ont tenté sans succès de s'emparer de la colline des Kanye et Sheja en territoire de Nyiragongo, dans le nord Kivu. Au cours de ces échanges, 2 militaires congolais ont été kidnappés. L'un a tout de même réussi à s'échapper. La situation est présentement sous contrôle des FARDC. Plus de détails dans cette correspondance sur place. Pascal Amoulegwa, il est joint au téléphone par Natacha Bomongo. D'après des informations déconcées ce matin par Antenne A à Nyiragongo, des militaires rwandais de Rwanda Defense Force ont tenté de s'emparer de la colline Kanyisheja en intervalle avec le groupement de Bulumba et Kibati en territoire de Nyiragongo et déloger une position des FARDC qui était basée vers 3h30 de ce mercredi. Les FARDC qui n'ont pas du tout cédé ont résisté à l'attaque et leur ont repoussé. Lors des échanges, les militaires rwandais ont toutefois réussi à s'emparer de 2 militaires congolais. Un a réussi à s'échapper après des tirs. C'est après que les renforts de la 8e région militaire aient fait surface que la situation a été maîtrisée.
les FARDC tiennent bon le contrôle de cette colline convoitée par les soldats rwandais qui, comme à Murambi, disent être là l'air. Pour la société civile de Nyiragongo, en tout cas, il y a visiblement un conflit des frontières. Il est temps de régler pour mettre définitivement fin à cette tension permanente le long de la frontière congolo-rwandaise. De retour à Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. On vous l'annonçait depuis quelques jours, le roi d'Espagne, Juan Carlos, a abdiqué. Et cette abdication était plus qu'un souhait pour son peuple au regard de son âge avancé et de son état de santé dégradant. Homme d'État le plus populaire de l'Espagne, il sera succédé par son fils, Philippe III, quoique sa succession ne fait pas d'unanimité parmi les Espagnols, la monarchie espagnole étant un compromis. Suivez ce papier de Eric Mboulamossi et Précieux Mangotsari. L'abdication du roi Carlos du trône du royaume d'Espagne n'arrête pas de couler beaucoup d'encre et de salive. Il était donc indiqué pour l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo de lever l'équivoque sur les diverses spéculations quant à cette décision d'abdication. L'abdication des rois était plus ou moins espérée depuis longtemps parce que le roi, il est d'un âge, il est, je pense, plus de 70 ans et surtout il avait eu des problèmes de santé très graves. Il a été opéré plusieurs fois, il s'était récupéré, mais par exemple il ne pouvait pas agir sans une canne, etc. Alors il avait un grand problème de santé vraiment. Et je pense que le roi qui est un homme, je l'ai connu, et il est un homme très très fier de son devoir. Il a essayé toujours de travailler même s'il était dans des conditions physiques difficiles pour lui, non? À la question de savoir si le roi Philippe III réussira de créer l'unanimité dans l'opinion espagnole, les diplomates espagnols pensent que la monarchie espagnole étant un compromis, les velléités d'un régime républicain est loin d'être à l'ordre du jour. Un phénomène de proteste temporaire. Et ce phénomène de proteste, ces gens qui sont dans cette ligne sont aussi contraires à la monarchie, mais je pense que d'une façon temporaire, parce que ce n'est pas exactement qu'ils sont contraires à la monarchie, ils sont contraires au système, tous les systèmes. Je dois dire que le prince est un homme qui est fortement respecté. Et en Espagne, n'oubliez pas que la monarchie, c'est un compromis. Il ne reste qu'au Congrès espagnol et au Sénat de voter le loi quant à la succession pour permettre l'alternance au trône du royaume d'Espagne. L'équivoque étant levé, le regard reste tourné au 19 juin prochain pour l'intronisation du nouveau roi. Vous venez de l'apercevoir aux côtés de notre reporter Eric Mboulamossi. C'est bien sûr le nouvel ambassadeur de l'Espagne en RDC. Il s'appelle Francisco Riave Ergueta Garnica. C'est un homme de carrière. Il vient de Madrid après être ambassadeur au Yémen. Son portrait avec justement Eric Mboulamossi et Précieux Mangotsari. Ambassadeur plénipotentiel d'Espagne en République démocratique du Congo, il y a déjà une dizaine de jours, Francisco Javier Ergueta Garnica vient du Yémen où il a été ambassadeur avant son récent poste au ministère des Affaires étrangères et de la coopération espagnole de 2012 à 2014 comme conseiller au cabinet technique du secrétariat général de ce ministère. Il est entré dans la carrière diplomatique en avril 1986. Il sera successivement chef de mission adjoint à Malte de 1986 à 1990. Premier secrétaire à Budapest de 1990 à 1992 pour être ensuite chef de la délégation d'observation du cessez-le-feu en Yougoslavie en 1992. Francisco Javier Ergueta sera nommé en 1993 comme chef de mission adjoint à Zagreb pendant une année avant son poste au Panama au même rang pendant 2 ans entre 1995 et 1997. Au regard de son bravoure remarquable, il sera renvoyé à Bruxelles comme premier conseiller à la représentation permanente d'Espagne à l'Union européenne de 1997 à 2001.
Chef de mission adjoint à Belgrade de 2001 à 2003, il sera par la suite appelé à assumer les responsabilités du directeur de l'Institut Cervantes de Belgrade jusqu'à 2004. Il a gravi tous les échelons sur mérite, ce qui lui a fallu le poste de directeur adjoint pour les relations économiques bilatérales avec l'Europe et le pays de l'OCDE entre 2004 et 2006. Il faudrait noter que Francesco Javier Ergueta a été également chef de mission à Belgrade de 2009 à 2010. En République démocratique du Congo, il entend relever le défi d'ouvrir l'Espagne à des échanges culturels avec la République démocratique du Congo, mais bien plus, rapprocher les deux peuples dans des échanges multiformes. Ainsi, renforcer la coopération bilatérale entre le Royaume d'Espagne et la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. Les programmes de renforcement de capacité en bonne gouvernance a ouvert ce mercredi 11 juin à l'hôtel Sultani un atelier de restitution et de validation de la méthodologie pour la gestion de la base des données issue des opérations d'identification biométrique des agents et fonctionnaires des secteurs décentralisés. Durant 3 jours, soit du 11 au 14 juin, les experts venus des différents ministères vont réfléchir sur l'identification biométrique afin d'adopter une méthodologie adéquate pour l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'administration publique de la RDC. Domomat et Damien Maungu. La République démocratique du Congo affiche depuis peu son ambition de figurer à l'horizon 2030 parmi les pays émergents. La réalisation de cette vision passe entre autres par la réforme de l'administration publique, pivot des développements de tout pays. Pour ce faire, avec l'aide du programme de renforcement des capacités en gouvernance, en partenariat avec le ministère de la fonction publique, une étude a été menée durant 2 ans dans 4 provinces de la RDC, notamment le Katanga, le Bandundu, le Kasaï et la province orientale, sur la méthodologie pour la gestion de la base des données issues des opérations d'identification biométrique des agents et fonctionnaires des secteurs décentralisés. L'une des conclusions de cette étude est que l'identification biométrique des agents est utile pour la maîtrise des effectifs et par conséquent de la masse salariale. Les experts venus des différents ministères à qui ces conclusions ont été soumises vont donc durant 3 jours cogiter sur la méthodologie finale à adopter pour la dite identification. La mise en application des recommandations qui seront issues de cet atelier devrait permettre à la RDC de passer d'une administration traditionnelle à une administration moderne. Ouvrons notre page culture par ce reportage d'Alain Kiuka sur la soirée culturelle Bissau, 3e édition qui s'est déroulée dimanche 8 juin au salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa devant un parterre d'invités issus de toutes les couches sociales de la RDC. Initié par le patron des B1 Télévision, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, ce concept est une action citoyenne pour bâtir et consolider l'image des marques de la RDC à travers le monde. Reportage. Haute en couleur. Pour la 3e édition de Bissau, son initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba et son équipe ont mis les petits plats dans les grands. Tout a été bien concocté pour offrir au public une soirée inoubliable ponctuée par la musique, la danse, la comédie et même un défilé de mode avec des journalistes comme mannequins, véritable innovation. Hormis l'aspect festif et récréatif de cette soirée, cet événement culturel, qui en fait est une campagne de sensibilisation et d'information, surtout de communication citoyenne, s'est voulu très solennel pour rassembler les énergies et créer une vraie synergie autour d'un projet commun, bâtir l'avenir du Congo. Aujourd'hui, nous sommes ici physiquement et en harmonie avec nos compatriotes disséminés de par le monde et avec nous, tous ceux pour qui ces genres de rencontres n'est pas aussi loin de témoigner du droit des peuples à disposer pour s'inventer un bel avenir. Je voudrais à présent lancer un appel pour que notre engagement pris maintes fois, déclaré, ne devienne pas anonyme. Dépassons maintenant notre détermination à œuvrer ensemble pour un bonheur collectif. Fierté, dignité et honneur, c'est le thème au cœur de la 3e édition de Bissau, dont la marraine se trouve être la ministre provinciale du genre et de l'éducation, Thérèse Olenga.
D'autres autorités du pays, anciens et actuels membres du gouvernement, tels que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi, ont rehaussé également de leur présence cette soirée. Une manière pour elle de soutenir cette campagne Bissau, dont l'un des objectifs est la promotion de nos valeurs. C'est en tout cas un projet noble qui mérite d'être soutenu par tous les Congolais étrangers ayant choisi la RDC comme leur seconde patrie, qu'ils soient dans les secteurs privés comme publics. Car le Congo se noue, donc Bissau. Et puis l'association de femmes cinéastes congolaises, AFCC, organise du 10 au 14 juin la première édition du festival cinéma au féminin. Pour la première soirée, 3 films ont été projetés. Il s'agit de Pourquoi moi de Francine Nyakabois, Noir ici, Blanche là-bas de Claude Hafner et Sœur Oyo de Monique Apoba. José Moussangana pour le détail. Cette première édition du Festival du cinéma au féminin a pour thème l'autonomisation de la femme artiste congolaise à travers la culture. Organisée par l'Association des femmes cinéastes congolaises, cette édition connaîtra la participation de plusieurs réalisatrices. À son ouverture, l'assistance a bénéficié de 3 projections, dont, d'abord, Pourquoi moi ? Une fiction de 10 minutes de Francine Nyakabois, l'histoire d'un prêtre qui a subi un harcèlement sexuel de la part d'une de ses paroissiennes. Ensuite, Noir ici, Blanche là-bas, un documentaire de 52 minutes de Claude Hafner. La réalisatrice, née d'un père français et d'une mère congolaise du Kasaï, rentre à sa terre natale pour vivre certaines réalités de sien. Enfin, Sœur Oyo, une fiction de 23 minutes de Monique Poba. La réalisatrice nous fait revivre l'époque coloniale dans les Congos des années 50 où une écolière congolaise vit dans les pensionnats catholiques. Le reste des projections se fera dans d'autres sites culturels, entre autres l'amphithéâtre de l'Unikine, terrain municipal de Bandalungwa, l'Institut français et Don Bosco à Massina. En ce moment, vous le savez, l'événement que toute la planète attend, c'est bien sûr la 20e Coupe du Monde de football qui démarre demain au Brésil. Ici, chez nous, à la rédaction, on a trouvé utile de vous faire la carte postale de ce pays qui va abriter pour la 2e fois cette grande messe du football. La carte postale du Brésil est signée Patrick Boran Mukendi. Le Brésil de Dilma Rousseff va vibrer pendant 32 jours au rythme de la 20e édition de la Coupe du Monde FIFA 2014. C'est malgré les protestations de Bloc Blég, grève en série des travailleurs et les slogans qui fait bouger la nation. Brésil, réveille-toi, un professeur vaut plus que la star de la Seleção Neymar. Le Brésil est-il prêt à recevoir pour la 2e fois la compétition la plus prestigieuse du monde? Oui, c'est une république fédérative divisée en 26 États. Un district fédéral et 5 grandes régions administratives. 65% de la population dans le sud-est et le sud. Le nord qui est presque entièrement couvert des forêts. C'est la plus vaste région du pays et la moins peuplée avec cet état. C'est dans le nord que se concentre le latifundios, immense domaine forêt tropicale. Par ailleurs, moins peuplé, le centre-ouest est aussi dans sa partie occidentale, une terre de colonisation de paysans venus du sud et du nord-est, un lieu de conflit pour la possession de la terre et de l'élevage extensif. Pour ce qui est du sud-est, c'est le cœur du Brésil, développé de sa vitalité et de ses fièvres économiques. Cette région où l'agriculture de haut rendement d'origine coloniale s'est combinée avec la concentration industrielle et symbolisée par la puissance de Sao Paulo et les rayonnements des Rio. Le sud-est est donc une région subtropicale et tempérée au fur et à mesure que l'on parcourt les 3 États de Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul, jusqu'aux frontières argentines et uruguayennes. C'est la terre de gauchos, les cow-boys, des rodeos et des churrascos. Tout ceci prouve à suffisance que la fête sera au rendez-vous au pays des Pelé, Zico, Ronaldinho, Ronaldo, Dunga Carlos, Rivaldo. Le vainqueur dansera la samba brésilienne en pleine plage de la Copa de Cabana. Un mois durant, la planète entière va vibrer au rythme de cette 20e Coupe du Monde de football et c'est à partir de demain, jeudi 12 juin. Et lors de cette Coupe du Monde, il y aura 8 groupes
constitué de 4 nations chacun. Présentation de ce groupe, toujours avec Patrick Borel-Mukendi, mais son papier est rendu par Nadia Koulenfouka. Elles sont au total 32 nations à devoir participer à la Coupe du Monde Brésil 2014, la 20e de la série. Le tirage de cette compétition a eu lieu le 6 décembre 2013. Laissant la place à 8 groupes de 4, dans le groupe A, la sélection brésilienne aura comme adversaire la Croatie, le Mexique, le Cameroun. Les groupes B incluent les tenants du titre l'Espagne, le Pays-Bas, le Chili, l'Australie, la Colombie et la Grèce. La Côte d'Ivoire ainsi que le Japon sont logés dans le groupe C. Le groupe D verra s'affronter l'Uruguay, Costa Rica, l'Angleterre et l'Italie. La Suisse, quant à elle, partage le groupe E avec l'Équateur, la France et l'Honduras. L'Argentine de Lionel Messi partage le groupe F avec la Bosnie, l'Iran et le Nigeria. Le Portugal, le Ghana et les États-Unis sont dans le groupe G et les derniers voient la Belgique, l'Algérie, la Russie et la République des Corées. Pour cette édition, la mascotte se nomme Foleko et la chanson officielle s'intitule We Are One, composée et interprétée par Pitbull, un rappeur d'origine cubaine. 12 villes brésiliennes vont abriter cette compétition qui démarre ce jeudi 12 juin à Arena Corinthians de Sao Paulo et la finale aura comme cadre les stades mythiques de Maracana de Rio de Janeiro. La nation qui gagnera la coupe va bénéficier de 35 millions de dollars américains. Allez, bonne chance en tout cas aux 5 nations africaines qui prendront part à cette grande messe du football mondial. Ça n'est fini pour cette session d'information. Nous avons été très heureux de faire ce parcours en votre compagnie et nous allons croire que cela est réciproque. Ne zappez pas, restez branchés sur la chaîne de référence car les programmes qui suivent sont tout à fait alléchants. Excellent suivi des programmes donc sur Antenne.